Un officier raciste pense pouvoir humilier une femme noire dans un tribunal jusqu'à ce qu'elle révèle une vérité qui le détruit. Avant de plonger dans ce drame explosif, si vous êtes prêt à découvrir une histoire de justice et de courage, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend. Dans la salle d'audience du tribunal de Toulouse, sous les lustres imposants et l'atmosphère lourde de tradition judiciaire, Claire Mbengue, une femme noire vêtue d'un tailleur sobre, entre avec assurance. Mais à peine franchit-elle les portes que des regards méprisants la transpercent. Des murmures s'élèvent parmi les greffiers et les officiers. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffle l'un d'eux, son ton chargé de préjugés raciaux. Claire, ignorée comme une intruse, sent une colère sourde monter en elle, mais elle garde la tête haute, ses pas résonnant dans le silence tendu. L'officier Julien Morel, un policier blanc connu pour son arrogance, s'approche, son visage tordu par un rictus. Sans demander son identité, il l'interrompt brutalement. « Vous n'avez rien à faire ici. Sortez, maintenant !» Sa voix, teintée de mépris racial, fait vibrer la salle. Claire, les poings serrés, sent une rage brûlante l'envahir face à cette injustice flagrante. Pourtant, elle reste immobile, son calme masquant une tempête intérieure. Alors que Morel s'avance, prêt à la saisir par le bras, un greffier hésite, troublé par l'intensité de son regard, mais personne n'ose intervenir. Cette confrontation, sous les yeux complices d'une salle silencieuse, n'est que le prélude d'une révélation qui ébranlera tout. Alors que l'écho des murmures racistes et des regards méprisants résonnait encore dans la salle d'audience du tribunal de Toulouse, où Claire Mbengue venait d'être humiliée par l'officier Julien Morel, l'atmosphère s'alourdissait d'une tension presque palpable. Loin de se laisser briser par cette agression, Claire, immobile, serrait les poings, son regard brûlant d'une colère contenue mais explosive. Cette confrontation n'était pas seulement un affront personnel. Elle incarnait des années d'injustice subies par ceux que l'on juge sur leur apparence. Mais dans l'ombre de cet instant, Julien Morel, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher, poursuivait son assaut avec une arrogance qui allait bientôt se retourner contre lui. Julien, un vétéran de la police toulousaine avec 15 ans de service, était une figure redoutée dans les couloirs de la préfecture. Son uniforme, pour lui, était une armure d'invincibilité, un symbole de pouvoir qu'il brandissait sans scrupule, surtout face à ceux qu'il considérait comme différents. Son comportement raciste, bien connu mais rarement dénoncé, était toléré par une hiérarchie complaisante. Ce jour-là, dans la salle d'audience, il voyait en clair une cible facile, une femme noire, sans uniforme apparent, qu'il pouvait humilier sans conséquence. « Vous ne devriez pas être ici !» cracha-t-il, sa voix chargée de mépris, alors qu'il s'approchait, sa main frôlant son arme pour l'intimider. « Les gens comme vous causent toujours des problèmes. » Ces mots, prononcés avec un rictus, étaient une gifle, un rappel brutal des préjugés qu'il portait sans honte. Claire, les lèvres serrées, sentit une rage viscérale monter en elle, mais son expérience militaire la maintint ancrée, son calme devenant une arme plus puissante que l'agressivité de Morel. Soudain, un détail inattendu amplifia la tension. Un téléphone portable, tenu discrètement par une spectatrice, une jeune avocate nommée Sophie Garnier, enregistrait la scène. Sophie, indignée par l'attitude de Morel, avait activé sa caméra dès les premiers mots hostiles, capturant chaque insulte raciste, chaque geste menaçant. Cette vidéo, bien qu'inconnue de Morel à cet instant, deviendrait une bombe à retardement. « Sortez maintenant, ou je vous fais sortir de force !» aboya-t-il, saisissant le bras de Claire avec une brutalité inutile. La salle retint son souffle, mais personne n'intervint. Les greffiers, les autres officiers, même le juge, semblaient figés, complices par leur silence. Claire, malgré la douleur physique et l'humiliation, resta droite, son regard perçant celui de Morel. « Lâchez-moi » dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Morel, déstabilisé par son assurance, ricana nerveusement. « Vous croyez pouvoir me défier ?» lança-t-il, son ton dégoulinant de supériorité. Ce moment de confrontation, sous les yeux d'une salle paralysée, était plus qu'un simple incident. Il révélait une vérité brutale, le racisme systémique qui gangrénait les institutions françaises où un officier comme Morel pouvait agir sans crainte de représailles. Claire, sentant l'injustice peser sur ses épaules, refusa de plier. « Vous ne savez pas à qui vous parlez » murmura-t-elle, ses mots chargés d'une colère froide. Morel, ignorant son avertissement, la poussa
vers la sortie, mais son assurance vacilla lorsqu'il remarqua le regard inquiet de Sophie qui rangeait discrètement son téléphone. « Qu'est-ce que vous regardez ?» grogna-t-il à son adresse, mais Sophie, tremblante mais résolue, ne répondit pas. Ce petit acte de défi, combiné à la dignité de Claire, planta les graines d'une révolte silencieuse. De retour à la préfecture plus tard ce jour-là, Morel fanfaronnait dans la salle de repos, racontant l'incident à un collègue, l'agent Marc Lefebvre. « Une femme noire qui se prend pour quelqu'un d'important », railla-t-il, son rire gras masquant une pointe d'incertitude. Marc, plus prudent, fronça les sourcils. « Julien, tu es sûr qu'elle était juste une civile ? Elle avait l'air différente. » Morel balaya la remarque d'un geste. « Peu importe qui elle est. Dans ce tribunal, c'est moi qui commande. » Mais au fond de lui, un doute s'installait, alimenté par le regard inflexible de Claire et l'attitude étrange de la spectatrice. Il ignorait que la vidéo de Sophie, déjà partagée dans un groupe WhatsApp d'avocats locaux, commençait à circuler, transformant son moment de triomphe en un scandale imminent. La colère de Claire, loin de s'éteindre, se transforma en une détermination d'acier. Elle savait que cet incident n'était pas isolé, mais le reflet d'un système qui tolérait les abus sous le couvert de l'autorité. En quittant le tribunal, elle nota mentalement chaque détail. Les mots de Morel, son geste violent, les regards complices des autres. Elle jura que cette injustice ne resterait pas sans réponse, et la vidéo de Sophie, qu'elle découvrirait bientôt, deviendrait une arme décisive dans sa quête de justice. Alors que l'humiliation infligée à Claire Mbeng par l'officier Julien Morel dans le tribunal de Toulouse laissait une cicatrice brûlante dans son esprit, la salle d'audience, figée par la tension, semblait retenir son souffle après cet affront raciste et brutal. Claire, toujours immobile, son bras encore douloureux de la poigne de Morel, canalisait sa rage en une détermination froide, prête à transformer cette injustice en un combat retentissant. Mais dans ce silence complice, où les greffiers et les officiers avaient choisi de détourner le regard, une vérité plus sombre se dessinait, la tolérance tacite d'un système qui permettait à des hommes comme Morel d'agir en toute impunité. Alors que Claire quittait la salle, son regard d'acier promettait une riposte, la vidéo de Sophie Garnier, secrètement enregistrée, devenant une arme qu'elle ignorait encore. Dans l'enceinte feutrée du tribunal, l'inaction des spectateurs révélait une réalité glaçante. Les greffiers, les avocats, les autres officiers, tous avaient assisté à l'agression sans broncher. Certains échangeaient des regards amusés, d'autres baissaient les yeux, comme si l'humiliation d'une femme noire était un spectacle banal. Un jeune stagiaire, Thomas, un employé de bureau à peine sorti de l'école, sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait voulu intervenir, mais la peur de défier l'autorité l'avait paralysé. « C'est toujours comme ça », murmura un greffier à son collègue, un sourire narquois aux lèvres, comme si l'incident était une routine. Ce silence, cette complicité passive, était une trahison qui alimentait la colère de Claire, absente mais toujours présente dans ses pensées. Chaque ricanement, chaque regard détourné était une insulte, un rappel que le racisme systémique prospérait dans l'ombre de ses murs judiciaires. Soudain, un détail dramatique changea la donne. Sophie, l'avocate qui avait filmé l'incident, glissa son téléphone à une amie, une journaliste locale nommée Élodie Martin, qui travaillait pour la Dépêche du Midi. Élodie, indignée par ce qu'elle vit, décida de publier un extrait de la vidéo sur le site du journal, accompagné d'un article cinglant intitulé « Racisme au tribunal, une femme noire agressée par un policier ». En quelques heures, la vidéo devint virale, enflamma les réseaux sociaux toulousains, et des hashtags comme la Justice pour Claire et Stop racisme policier inondèrent Twitter. Des habitants, choqués, commencèrent à se rassembler devant le tribunal, brandissant des pancartes. Cette mobilisation spontanée, inattendue, transforma l'incident en un scandale public, mettant une pression énorme sur la préfecture. Claire, de retour dans son bureau à la caserne militaire, découvrit la vidéo grâce à un message d'Élodie. En la visionnant, sa colère explosa. Chaque mot raciste de Morel, chaque geste brutal, était capturé avec une clarté glaçante. « Ils pensent pouvoir faire ça et s'en tirer ?» murmura-t-elle, ses poings serrés faisant trembler la table. Cette vidéo n'était pas seulement une preuve, c'était un cri de ralliement. Elle contacta immédiatement son avocate, maître Anne Lemoine, une experte en droits humains, et lui transmit la vidéo. « Anne, ceci doit aller au-delà d'une plainte. Il faut que ça change tout », déclara-t-elle, sa voix vibrante d'une rage
Contenu. Anne, après avoir visionné les images, hocha la tête. Claire, cette vidéo peut ébranler le système. Mais es-tu prête à affronter ce qui va suivre? Claire, sans hésiter, répondit. Je suis prête à tout. Elle ne s'arrêta pas là. Dans un geste audacieux, Claire demanda une réunion d'urgence avec le préfet de police de Toulouse, déterminée à confronter directement la hiérarchie de Morel. Elle rédigea également une déclaration à l'intention de l'inspection générale de la police nationale, exigeant une enquête sur les pratiques discriminatoires dans la région. Chaque action était un coup porté contre l'injustice, mais aussi un défi personnel. Elle savait que sa démarche attirerait des ennemis, des critiques, voire des menaces. En effet, tard ce soir-là, un courriel anonyme arriva dans sa boîte. « Laissez tomber ou vous le regretterez ». Loin de l'intimider, ce message attisa sa fureur. « Ils ont peur », pensa-t-elle, un sourire amer aux lèvres. « Et ils ont raison ». À la préfecture, l'ambiance changeait. Les collègues de Morel, autrefois complices de son arrogance, commençaient à murmurer. Certains, comme l'agent Marc Lefebvre, tentèrent de le défendre. Julien a juste fait son travail. Mais d'autres, écœurés par la vidéo, prenèrent leur distance. Le préfet, sous la pression des médias et des manifestations, convoqua Morel pour un entretien disciplinaire. « Expliquez-vous », ordonna-t-il, son ton glacial. Morel, toujours arrogant, haussa les épaules. Elle n'avait pas l'air à sa place. « J'ai agi pour maintenir l'ordre. » Mais son excuse sonnait creux, et le préfet, tenant une capture d'écran de la vidéo, secoua la tête. « Vous avez déshonoré l'uniforme. » Alors que la vidéo virale de l'agression raciste de l'officier Julien Morel contre Claire Mbeng enflammait les réseaux sociaux et les rues de Toulouse, transformant l'incident du tribunal en un scandale national, Claire, dans l'intimité de son bureau militaire, canalisait sa rage en une stratégie implacable. La blessure de l'humiliation, les mots venimeux de Morel, les gens comme vous causent toujours des problèmes, et la complicité silencieuse des spectateurs résonnait encore, attisant une colère qu'elle transformait en une quête de justice. Mais à la préfecture de police, loin de l'indignation publique, Julien Morel, inconscient de l'ouragan qu'il avait déclenché, continuait de se croire intouchable, son arrogance renforcée par des années d'impunité. Julien, un policier chevronné de 15 ans, était une figure redoutée dans les rangs toulousains. Sa plaque, pour lui, était une couronne, un symbole d'autorité absolue qu'il exerçait sans retenue, particulièrement contre les personnes de couleur. Dans les couloirs de la préfecture, son comportement raciste était un secret mal gardé, toléré par une hiérarchie qui préférait fermer les yeux. Morel, c'est le patron sur le terrain, plaisantèrent certains collègues, tandis que d'autres, comme l'agent Marc Lefebvre, le suivaient aveuglément. Ce jour-là, après avoir humilié Claire, Julien rentra à la préfecture avec un sourire satisfait, convaincu que son autorité avait triomphé. Dans la salle de repos, il fanfaronnait auprès de Marc. « Une femme noire qui ose me tenir tête? Elle a eu ce qu'elle méritait. » Son rire gras masquait une pointe d'inquiétude, car le regard d'acier de Claire et la caméra discrète de Sophie Garnier, l'avocate témoin, hantèrent ses pensées. Un rebondissement inattendu vint secouer son assurance. Un collègue subalterne, l'agent Claire Dupont, une jeune recrue idéaliste, avait assisté à l'incident au tribunal. Dégoûtée par l'attitude de Morel, elle transmit anonymement un courriel à une association locale, Justice et Dignité, détaillant d'autres plaintes similaires contre lui, restées sans suite. Ce courriel, relayé à un journaliste d'investigation, révéla que Morel avait été signalé à 3 reprises pour des remarques racistes lors de contrôles, mais jamais sanctionné. Cette fuite, combinée à la vidéo virale, transforma l'incident en une tempête médiatique. Les chaînes comme France 3 Occitanie diffusèrent des débats enflammés et des manifestations s'intensifièrent devant la préfecture avec des pancartes proclamant « Non au racisme policier ». Julien, chez lui dans un appartement modeste du quartier Saint-Cyprien, découvrit la vidéo sur son téléphone. Son visage blêmi en entendant ses propres mots racistes, capturés avec une clarté accablante. « Merde, comment ça a fuité ?» murmura-t-il, fracassant son poing contre le mur. Sa colère, mêlée de peur, explosait. Il appela Marc pour se rassurer. « Ils ne peuvent rien contre moi, pas vrai ?» Mais Marc, nerveux, répondit « Julien, cette femme, elle n'est pas n'importe qui, et avec cette vidéo, tu es dans la merde. » Pour la première fois, Julien sentit son armure se fissurer.
Il tenta de minimiser l'affaire, se convainquant que la préfecture le protégerait, comme toujours. Mais les murmures dans les couloirs changeaient. Ses collègues, autrefois complices, évitèrent son regard, et le préfet, sous pression, ordonna une enquête interne. La rage de Julien, d'abord dirigée contre Claire, se tourna contre lui-même. Il se sentait trahi par un système qu'il croyait dominer. « Elle ne va pas s'en tirer comme ça », grogna-t-il, ignorant que chaque mot, chaque geste de cette journée fatidique était une arme contre lui. La vidéo de Sophie, désormais visionnée par des milliers de personnes, et le courriel de Claire Dupont formaient un dossier accablant. À la caserne, Claire Mbengue, informée par Élodie Martin de la fuite des plaintes contre Morel, sentit sa colère redoubler. « Combien d'autres ont souffert à cause de lui ?» murmura-t-elle, ses poings serrés. Elle contacta maître Anne Lemoine pour renforcer sa plainte, ajoutant ces nouvelles révélations. « Ce n'est pas juste mon combat, dit-elle, sa voix vibrante d'indignation. C'est pour tous ceux qui l'a brisé. » Dans un élan audacieux, Claire rencontra un député local, connu pour son engagement contre les discriminations, et lui confia son dossier. Elle exigea une réforme des pratiques policières, insistant sur la nécessité de sanctions immédiates pour les abus racistes. Chaque action était un cri de révolte contre un système qui tolérait des hommes comme Morel. Tard dans la nuit, un message anonyme apparut sur son téléphone. « Arrêtez, ou vous le paierez cher. » Loin de l'intimider, cette menace attisa sa fureur. « Ils veulent me faire taire ?» pensa-t-elle, un sourire déterminé aux lèvres. « Qu'ils essayent. » Alors que l'onde de choc provoquée par la fuite des plaintes contre Julien Morel et la vidéo virale de son agression raciste contre Claire Mbengue continuait d'ébranler Toulouse, transformant un incident isolé en un cri de ralliement contre l'injustice, Claire, dans son bureau à la caserne militaire, transformait sa rage en une stratégie implacable. Les mots venimeux de Morel, la complicité silencieuse du tribunal et la menace anonyme qu'elle avait reçue ne faisaient qu'attiser une colère incandescente, mais elle la canalisait avec une discipline forgée par des années de service. Loin des manifestations et des gros titres, elle se préparait pour l'instant décisif, le moment où elle révélerait sa véritable identité et renverserait l'arrogance de Morel. Ce n'était pas seulement une question de justice personnelle, c'était un combat pour toutes les victimes d'un système qui tolérait l'abus et le racisme. Dans l'enceinte solennelle du tribunal de Toulouse, le jour de l'audience arriva, chargé d'une tension électrique. Claire entra, vêtue d'un tailleur sobre, sans uniforme, mais avec une assurance qui imposait le respect. Les murmures des spectateurs, les regards nerveux des greffiers et l'atmosphère pesante du tribunal semblaient amplifier sa colère, une fureur qu'elle contenait derrière un masque de calme. Julien Morel, assis à la table de la défense, affichait encore une arrogance résiduelle, convaincu que sa hiérarchie le protégerait. Son avocat, maître Philippe Rouvier, chuchotait à son oreille, mais Julien, les bras croisés, fixait Claire avec un rictus, comme s'il croyait encore la dominer. Il ignorait que cet instant marquerait sa chute. Soudain, un rebondissement fit basculer la salle. Alors que le juge, M. André Dubois, demandait à Claire de se présenter, elle se leva, droite comme un roc, et sortit un badge doré de sa poche. « Je suis Claire Mbengue, préfète de police nouvellement nommée de la région Occitanie », déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Un silence stupéfait envahit la salle. Morel, blême, sentit son assurance s'effondrer. Les spectateurs, les greffiers, même le juge, restèrent figés, tandis que les journalistes présents griffonnaient frénétiquement. Claire, les yeux brûlants d'une colère maîtrisée, poursuivit. « Cet officier m'a agressé, insulté et humilié à cause de ma couleur de peau. Il a cru que j'étais une intruse, mais c'est lui qui a trahi son uniforme. » Chaque mot était une lame, taillant dans l'arrogance de Morel et exposant la vérité brute. Un détail dramatique intensifia la scène. Sophie Garnier, l'avocate qui avait filmé l'incident, se leva pour remettre la vidéo au juge, accompagnée d'un dossier compilé par Justice et Dignité. Ce dossier incluait non seulement les plaintes précédentes contre Morel, mais aussi des témoignages anonymes d'autres victimes, collectés grâce à la médiatisation de l'affaire. L'un de ces témoignages, poignant, provenait d'une adolescente noire, arrêtée sans raison par Morel un an plus tôt, qui avait eu trop peur pour parler. Cette révélation fit monter une vague d'indignation dans la salle, et même Rouvier, l'avocat de Morel, sembla perdre ses moyens.
Claire, en entendant ces témoignages, sentit sa colère redoubler. Combien d'autres ont souffert en silence, pensa-t-elle, ses poings serrés sous la table. Maître Anne Lemoine, l'avocate de Claire, prit la parole, présentant la vidéo avec une précision chirurgicale. Les images, projetées sur un écran, montrèrent Morel saisissant le bras de Claire, ses insultes racistes claires comme du cristal. « Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Des murmures choqués parcoururent l'audience, et le juge, visiblement troublé, fixa Morel avec un regard sévère. Anne enchaîna. « Cet officier n'a pas agi selon le protocole, mais selon des préjugés. Son comportement est une honte pour la police française. » Claire, immobile, sentit une satisfaction amère l'envahir. Ce n'était pas seulement sa victoire, c'était un cri pour toutes les voix réduites au silence par des hommes comme Morel. Morel, acculé, tenta de se défendre. « Elle m'a provoqué !» bafouilla-t-il, mais sa voix tremblante trahissait sa panique. Le juge l'interrompit. « Votre comportement est inexcusable, officier. » Pour la première fois, Morel baissa les yeux, son arrogance brisée. Un journaliste de la Dépêche du Midi, Élodie Martin, présente dans la salle, envoya un tweet en direct. Scandale à Toulouse. Un policier raciste humilié par la nouvelle préfète de police. Ce message, partagé des milliers de fois, amplifia la pression publique. Claire, en quittant le banc des témoins, croisa le regard de Sophie, qui lui adressa un hochement de tête complice. Ce geste, simple mais puissant, renforça sa détermination. À l'extérieur, les manifestations continuaient, avec des pancartes réclamant « Justice pour Claire » et « Fin au racisme policier ». Claire savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute une communauté. Sa colère, loin de s'éteindre, se transformait en un feu qui éclairerait la voie vers le changement. Alors que l'audience au tribunal de Toulouse s'achevait sur la révélation fracassante de l'identité de Claire Mbeng, préfète de police nouvellement nommée, la salle, figée par le choc, vibrait encore de l'écho des mots racistes de l'officier Julien Morel et de la dignité inébranlable de Claire. La vidéo virale, les témoignages accablants et la colère collective avaient transformé cet incident en un symbole de résistance contre l'injustice. Mais dans les jours qui suivirent, alors que la ville s'embrasait sous les manifestations et les gros titres, l'onde de choc se propagea bien au-delà des murs du tribunal. Claire, dans son bureau militaire, sentait sa rage se muer en une détermination farouche, prête à renverser les fondations d'un système qui avait permis à des hommes comme Morel de prospérer. Cette bataille n'était pas seulement la sienne, elle portait les espoirs de tous ceux qui avaient été réduits au silence. Dans l'ombre feutrée du tribunal, l'impact de la révélation de Claire bouleversa les dynamiques de pouvoir. Les greffiers, autrefois complices par leur silence, échangeaient désormais des regards gênés, tandis que les officiers présents lors de l'incident évitaient dans le regard de leurs collègues. Julien Morel, jadis un pilier intouchable de la préfecture, se retrouvait isolé, son arrogance brisée par la vérité. Son avocat, maître Philippe Rouvier, tenta de minimiser les dégâts, mais les preuves, la vidéo de Sophie Garnier, les témoignages des victimes précédentes et la médiatisation fulgurante orchestrée par Élodie Martin étaient accablantes. Un détail dramatique vint intensifier la tension. Une pétition en ligne, lancée par l'association Justice et Dignité, recueillit en 48 heures plus de 50 000 signatures, exigeant la suspension immédiate de Morel et une réforme des pratiques policières. Cette mobilisation, amplifiée par les réseaux sociaux, transforma Claire en une figure nationale, une icône de la lutte contre le racisme systémique. La colère de Claire, loin de s'apaiser, brûlait plus fort à chaque nouvelle révélation. En consultant son téléphone, elle découvrit un message d'une ancienne collègue, Aïssa, une policière d'origine maghrébine qui avait quitté la préfecture après des années de discrimination. « Claire, ton courage me donne espoir », écrivait-elle, révélant avoir été elle-même victime des remarques racistes de Morel. Ce message, poignant, fit monter une vague d'indignation en Claire. « Combien d'autres ont souffert à cause de lui ?» murmura-t-elle, ses poings serrés jusqu'à en trembler. Elle décida d'aller plus loin, contactant le défenseur des droits pour exiger une enquête nationale sur les abus racistes dans la police. Elle rencontra également des représentants de la Ligue des droits de l'homme, partageant son dossier et insistant sur la nécessité d'une transparence radicale. Chaque action était un coup porté contre un système corrompu, un cri de révolte contre l'injustice. Un rebondissement inattendu vint électriser la situation. Un officier subalterne, anonyme,
transmis à Élodie Martin une note interne de la préfecture, révélant que Morel avait été protégé par un supérieur influent, le commandant Luc Bernard, connu pour étouffer les plaintes contre ses protégés. Cette fuite, publiée par la Dépêche du Midi, provoqua une tempête politique. Le préfet de police, sous pression, annonça une enquête interne élargie visant non seulement Morel, mais aussi Bernard. Les manifestations devant la préfecture redoublèrent, avec des pancartes proclamant « Claire Mbeng, notre voix » et « Non à la corruption policière ». Claire, informée par Élodie, sentit sa colère se transformer en une force collective. « Ils pensèrent de pouvoir me briser » murmura-t-elle, un sourire déterminé aux lèvres. Ils se sont trompés. À la préfecture, l'ambiance était devenue irrespirable pour Morel. Ses collègues, jadis complices, prenaient leur distance, et même Marc Lefebvre, son fidèle allié, évitait de le défendre. Lors d'un entretien disciplinaire, le préfet, le visage fermé, brandit la note interne. « Vous avez déshonoré la police, Julien », déclara-t-il. Morel, acculé, tenta de se justifier. « Elle m'a provoqué, c'était une méprise. » Mais ses excuses sonnaient creux, et son regard trahissait une peur qu'il n'avait jamais connue. La suspension imminente, assortie d'une possible révocation, planait comme un couperet. Dehors, les caméras de France 3 attendaient, prêtes à capturer sa chute. Claire, de son côté, ne cherchait pas la gloire. Elle rédigea une lettre ouverte, publiée dans Libération, adressée aux citoyens de Toulouse. « Ce combat n'est pas seulement le mien », écrivait-elle. « C'est celui de tous ceux qui ont été humiliés, ignorés ou menacés à cause de leur couleur de peau. » Sa voix, portée par les médias, inspira des débats à l'Assemblée nationale, où des députés réclamèrent trop des réformes. Une menace anonyme, reçue par SMS, « Vous ne gagnerez pas », ne fit qu'attiser sa fureur. « Ils ont peur du changement », pensa-t-elle, son cœur battant d'une rage transformée en espoir. Ce moment, loin d'être une fin, marquait le début d'une révolution. Alors que l'onde de choc de la révélation de l'identité de Claire Mbeng comme préfète de police et la mobilisation massive qui s'ensuivit continuaient d'ébranler Toulouse, transformant son combat en un symbole national contre le racisme policier, la salle du tribunal de Toulouse se préparait pour le verdict final, plusieurs semaines après l'audience initiale. La ville, encore vibrante des manifestations et des débats enflammés sur France 3 et dans Libération, attendait avec impatience la décision qui pourrait redéfinir la justice dans la région. Claire, dans son uniforme militaire impeccable, ses médailles scintillant comme un défi, entra dans la salle avec une dignité qui imposait le silence. Sa colère, toujours vive après les insultes racistes de Julien Morel et la complicité du système, s'était transformée en une détermination d'acier. Ce jour-là, elle ne venait pas seulement pour elle, mais pour toutes les victimes réduites au silence par des officiers comme Morel, prêts à voir l'injustice enfin punie. Dans la lumière tamisée de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde d'anticipation. Le juge, M. André Dubois, un magistrat respecté pour son impartialité, présidait avec une gravité solennelle. Julien Morel, assis à la table de la défense, semblait diminuer, son arrogance brisée par la vidéo virale, les témoignages accablants et la fuite de la note interne révélant la protection de son supérieur, le commandant Luc Bernard. Son avocat, maître Philippe Rouvier, tentait de maintenir une façade confiante, mais ses gestes nerveux trahissaient une défaite imminente. Lorsque le juge prit la parole, sa voix résonna comme un verdict divin. Dans l'affaire Mbenge contre Morel, le tribunal a examiné les preuves irréfutables. Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle. L'officier Julien Morel a violé les droits fondamentaux de la plaignante par des actes racistes et un abus de pouvoir caractérisé. Un murmure parcourut l'audience, et Claire, immobile, sentit une satisfaction amère l'envahir, sa colère toujours brûlante mais canalisée par ce moment de justice. Le verdict fut sans appel. Morel fut condamné à verser 8 000 € de dommages et intérêts à Claire, une somme symbolique face à l'humiliation subie. Mais la juge alla plus loin, ordonnant sa suspension immédiate pour 1 an, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant cette période. Une enquête disciplinaire fut également ouverte contre le commandant Bernard pour son rôle dans l'étouffement des plaintes précédentes. « Ces actes déshonorent l'uniforme et la République », déclara le juge, son ton tranchant. Un rebondissement dramatique survint lorsque le juge révéla une sanction supplémentaire. Morel serait soumis à une formation obligatoire sur les droits humains,
sous la supervision directe de Claire, en tant que préfète de police. Cette décision, audacieuse, fit l'effet d'une bombe. Les spectateurs, y compris les militants de justice et dignité présents, échangèrent des regards stupéfaits, tandis que les journalistes griffonnaient frénétiquement, prêts à titrer « Toulouse, un policier raciste humilié par sa nouvelle préfète ». Claire, en entendant cette sanction, sentit une vague de rage et de triomphe l'envahir. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message clair. Nul n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui se cachent derrière leur uniforme. Morel, blême, serra les poings, murmurant à Rouvier « Ils ne peuvent pas me faire ça ?» Mais son avocat, secouant la tête, lui intima le silence. À l'extérieur, une foule de manifestants, alertés par le tweet d'Élodie Martin, attendait, brandissant des pancartes. Claire Mbengue, notre héroïne. Lorsque Morel sortit, tête baissée, les flashs des caméras l'aveuglèrent, et un cri « Justice est faite !» fusa de la foule, amplifiant son humiliation. Claire, elle, resta à l'intérieur, refusant de s'abaisser à célébrer publiquement. Elle échangea un regard avec Sophie Garnier, l'avocate qui avait filmé l'incident, et Aïssa, l'ex-policière venue soutenir son combat. « Vous avez changé les choses », murmura Sophie. Claire, les lèvres serrées, répondit « Ce n'est qu'un début ». Un détail poignant intensifia l'émotion. Une lettre, remise à Claire par un huissier après le verdict, signée par un groupe de jeunes policières noires de la région. « Votre courage nous donne la force de parler », écrivait-elle, révélant leurs propres expériences de discrimination. Ce message fit monter une larme dans les yeux de Claire, non pas de tristesse, mais d'une colère transformée en espoir. Elle savait que ce verdict, bien que décisif, n'était qu'une étape. Les manifestations continuaient, et le préfet, sous pression, annonça une révision des protocoles de formation pour tous les officiers de la région. Claire, en quittant le tribunal, sentit sa rage se muer en une mission: faire de ce moment un catalyseur pour un changement systémique. Alors que le verdict du tribunal de Toulouse, condamnant l'officier Julien Morel pour ses actes racistes et son abus de pouvoir contre Claire Mbengue, résonnait comme un coup de tonnerre dans la ville, l'écho de cette victoire judiciaire continuait de galvaniser les foules. Les manifestations, les gros titres dans la Dépêche du Midi et les débats enflammés sur France 3 avaient transformé Claire, préfète de police nouvellement nommée, en un symbole de résistance contre le racisme systémique. Mais pour Claire, ce n'était pas la fin du combat. Quelques mois plus tard, dans un amphithéâtre austère de la caserne militaire de Bronn, elle se tenait devant une cohorte de jeunes recrues, des visages pleins d'idéalisme et d'incertitude. Loin des caméras et des pancartes, elle était là pour transmettre une leçon plus profonde, forgée dans la douleur et la colère. Sa rage, toujours vive après l'humiliation subie et les années de lutte contre les préjugés, se muait en une force transformatrice, prête à inspirer une nouvelle génération à défier l'injustice. Debout, dans son uniforme militaire impeccablement repassé, ses médailles scintillant sous les néons, Claire balaya la salle du regard, son autorité naturelle imposant un silence respectueux. « Combien d'entre vous croient qu'un uniforme suffit à gagner le respect ?» lança-t-elle, sa voix vibrante d'une indignation contenue qui fit frissonner l'assemblée. Quelques mains se levèrent, hésitantes, mais Claire secoua la tête, ses yeux brûlants d'une colère qu'elle maîtrisait avec une discipline d'acier. Le respect ne vient pas d'un insigne ou d'un titre. Il se gagne par vos actes, par votre intégrité, par votre courage face à l'injustice. Chaque mot était un cri, un défi à ces jeunes soldats de ne jamais plier devant l'oppression. Elle raconta alors son calvaire au tribunal, les insultes racistes de Morel, les gens comme vous n'ont rien à faire ici, sa brutalité et le silence complice de la salle. Cet homme a cru que sa plaque le rendait intouchable, dit-elle, sa voix tremblante de fureur. Mais il a oublié une chose, le vrai pouvoir, c'est de se lever pour la justice, même quand tout vous pousse à vous taire. Un rebondissement poignant vint électriser l'auditoire. Claire sortit une pile de lettres qu'elle brandit comme un étendard. Ce sont des messages de femmes, d'hommes, de jeunes, de toute la France, déclara-t-elle, son ton vibrant d'émotion. Parmi elles, une lettre d'une adolescente toulousaine, Amira, une lycéenne noire qui avait été harcelée par un officier de police l'année précédente. « Madame Mbengue, votre combat m'a donné la force de parler », écrivait-elle, décrivant comment elle avait dénoncé son agresseur après avoir vu l'histoire de Claire à la télévision. Une autre lettre, signée par un groupe de policières d'origine africaine de Lyon,
remerciaient Claire pour avoir brisé le silence sur les discriminations dans leur métier. Ces témoignages, lus à haute voix, firent monter une vague d'indignation dans la salle. Les recrues, certaines au bord des larmes, se redressèrent, leurs regards brillants d'une détermination nouvelle. Claire, en lisant ces mots, sentit sa colère redoubler, non pas une rage destructrice, mais une flamme qui éclairait le chemin vers le changement. Elle poursuivit, sa voix prenant une intensité presque prophétique. J'ai servi ce pays dans des zones de guerre, j'ai risqué ma vie pour protéger des inconnus, mais jamais je n'ai été aussi humilié que ce jour-là, dans un tribunal censé incarner la justice. Elle marqua une pause, ses yeux scrutant chaque visage. Ce n'était pas seulement une attaque contre moi. C'était une attaque contre chaque personne qui a été jugée, ignorée ou brutalisée à cause de sa couleur de peau. Elle frappa son poing sur le pupitre, le bruit résonnant comme un appel à l'action. Vous, ici, vous portez l'uniforme. Mais cet uniforme n'est pas une armure pour écraser les autres. C'est une responsabilité, un serment de protéger, de défendre et de combattre l'injustice, même quand elle vient de vos propres rangs. Un moment dramatique survint, lorsqu'une recrue, une jeune femme nommée Fatou, leva la main, la voix tremblante. « Madame, comment fait-on quand le système lui-même est contre nous ?» La question, crue et honnête, toucha Claire au cœur. Elle répondit, sa voix vibrante d'une colère transformée en espoir. « Vous combattez, vous parlez, vous ne laissez jamais le silence gagner. Moi, j'ai affronté cet officier, j'ai affronté les menaces, et j'ai gagné, non pas pour moi, mais pour vous tous. » L'auditoire, galvanisé, éclata en applaudissements spontanés, un élan d'unité rare dans cette salle militaire. Claire conclut avec une annonce inattendue. Elle lançait, en collaboration avec Justice et Dignité, un programme de mentorat pour les jeunes recrues issus de minorités visant à les former au leadership éthique et à les protéger des discriminations. Ce programme portera le nom d'Amira, déclara-t-elle, brandissant la lettre de la lycéenne. Parce que chaque voix compte. Cette initiative, audacieuse, fit vibrer la salle d'une énergie nouvelle. Les recrues, inspirées, se levèrent pour saluer Claire, non pas comme une héroïne, mais comme une leader qui transformait la douleur en action. Dehors, Toulouse continuait de vibrer sous l'impact du verdict. Morel, suspendu et sous enquête criminelle, était devenu un paria, son nom synonyme de honte. La préfecture, sous pression, annonça des réformes, formation obligatoire contre les préjugés, comité citoyen pour superviser la police et une transparence accrue sur les plaintes. Claire, en quittant l'amphithéâtre, reçut un message d'Élodie Martin, la journaliste. « Vous avez changé Toulouse. » Mais Claire, toujours animée par une colère devenue moteur de changement, répondit « Ce n'est pas assez. Il faut changer la France. »